type d'emailing, même si l'objectif de ce webinaire, encore une fois, ça va être très opérationnel. Donc, je vais vous partager mon écran et on va aller dans la plateforme Sendinblue. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on a différents types d'emailing. Différents types d'emailing. Tout d'abord, le premier, c'est l'email qu'on appelle marketing. D'accord? C'est l'email souvent que l'on voit pour recruter des clients. J'envoie un emailing à une base de données dans cet objectif de recruter des clients. Mais on a aussi l'email de fidélisation, dont je parlais juste avant, pour fidéliser les clients et en faire des ambassadeurs. On a l'email transactionnel, je réalise une action, j'achète un produit, je télécharge une plaquette et j'ai un mail automatique qui arrive, ou j'achète un produit, automatiquement j'ai un mail, ou quand je me crée un compte, j'ai un mail qui arrive. Ça, ce sont des mails automatiques, hein, des mails de ce qu'on appelle transactionnels qui vont être paramétrés. On a tout ce qui va être automatisation ou automation. Alors, on va en parler un peu rapidement parce qu'on pourrait faire un webinaire dédié à ce sujet, mais l'automation, effectivement, est un formidable moyen de pouvoir gagner en efficacité en créant des scénarios. L'objectif, c'est tout simplement de créer un scénario à partir d'une action d'un utilisateur, qui peut être un formulaire de contact par exemple. Se suit des emails qui vont être déclenchés. Je vous prends l'exemple plus concret peut-être pour vous. Lorsque vous êtes inscrit à ce webinaire, automatiquement vous avez eu un mail de confirmation, puis un mail de relance, je pense qu'il était hier, et un mail ce matin avec la fameuse erreur dans le lien. Tout ça est programmé, c'est un scénario qui est créé et qui permet d'envoyer automatiquement les emails. Et enfin, le retargeting. Le retargeting, c'est tout simplement la possibilité de convaincre ou de faire une action supplémentaire. Quelqu'un est venu, par exemple, sur mon site web, je peux le retargeter. Retargeter, c'est-à-dire je vais le retoucher parce qu'il a un compte chez nous, donc je connais quelle personne est connectée et je lui renvoie un mail. L'exemple le plus courant, c'est TripAdvisor, par exemple. Vous allez consulter, alors en ce moment c'est un peu compliqué, mais vous allez consulter la location, je dis n'importe quoi, d'un appartement à Marrakech, par exemple. Vous vous reconnectez sur votre email que vous n'avez pas validé encore sur TripAdvisor, que TripAdvisor vous a déjà identifié et vous dit « Julien, vous n'avez pas encore finalisé votre réservation pour votre appartement à Marrakech. Sachez qu'il y a des super avis, etc. » Donc ça, c'est du retargeting. On sait que vous êtes venu sur notre site web et on vous retouche dans un autre email. Petit focus rapidement sur le RGPD. Pour ceux qui ne le savent pas, le RGPD, c'est le règlement pour la protection des données au niveau européen, qui répond à 3 objectifs. Le premier, c'est d'unifier donc toutes les réglementations européennes sur la protection des données. Le deuxième, c'est de donner aux citoyens le contrôle sur l'usage fait de leurs données. Et le dernier, c'est de responsabiliser les entreprises sur le traitement des données. Je vais revenir un peu dans le détail par rapport à ça. Ce qu'il faut, en fait, tout simplement par rapport à votre activité, c'est que vous devez répondre aux demandes de vos utilisateurs. C'est-à-dire que tous vos utilisateurs qui vous laissent un moment leur adresse email doivent avoir un droit à la rectification. Ils peuvent modifier leurs données. Ils doivent avoir un droit à l'oubli. Vous devez effectivement pouvoir supprimer tout simplement les informations que vous avez sur eux. Un droit à la portabilité, c'est-à-dire que vous pouvez déplacer ces informations s'ils le demandent. Et un droit à l'accès, vous pouvez leur donner un accès pour qu'ils voient effectivement les informations que vous avez sur eux. D'accord? Donc ça, c'est très important. Le RGPD a été mis en place maintenant il y a un peu plus de 2 ans. On sait que les sanctions ont mis du temps à venir. Elles commencent à être appliquées avec le Covid. Ça a aussi été un peu décalé. Aujourd'hui, a priori, on a encore 4, maximum peut-être 6 mois avant vraiment que le RGPD soit appliqué et que des sanctions tombent, peu importe la taille des entreprises. Donc là-dessus, il va vraiment falloir être en conformité par rapport à toutes les actions que vous allez mener. Les bonnes pratiques, c'est quoi? La première chose, c'est d'avoir une base de données qui est qualifiée et qui a donné son accord. D'accord? Il faut vraiment que votre base de données, vous utilisiez des mails de personnes qui ont donné leur accord. Okay? Vous ne pouvez pas solliciter des personnes qui n'ont pas donné leur accord. On va y revenir, il y a des petites nuances, notamment en B2B. Ça veut aussi dire une mise à jour de votre base de données. Votre base de données, elle doit être mise à jour régulièrement pour garder que les contacts qualifiés. Et j'ai envie de dire, c'est bien pour le RGPD, mais c'est aussi bien pour vous. Ça ne sert à rien d'envoyer des emails à des personnes qui n'ont rien à faire de vos services ou pour qui, effectivement, vos produits ou vos services ne vont jamais rentrer en concordance avec leur activité. D'accord? Pourquoi? Parce que une des raisons aussi pourquoi vos mailings peuvent se retrouver dans les spams, c'est parce que tout simplement, vous allez avoir des personnes qui vous signalent comme spam, où il y a un mauvais taux de délivrabilité. Et donc, il faut absolument, par rapport à ça, pouvoir améliorer cette base de données, la mettre à jour pour que vous ayez un meilleur taux de délivrabilité et que forcément, vous soyez moins considéré comme spam. Il faut aussi une mise à jour des formulaires d'inscription. Tous les formulaires que vous allez avoir sur votre site, potentiellement, tout ce qui va être aussi tout ce qui est opt-in. Vous ne pouvez pas typiquement avoir
quand vous avez un formulaire, des choses précochées en disant je m'abonne à la newsletter ou j'accepte de recevoir. C'est les personnes qui doivent vraiment confirmer s'inscrire. Et ensuite, il faut une double confirmation. Si vous vous abonnez à une newsletter, par exemple, vous remplissez un formulaire, vous devez normalement recevoir un autre email qui vous dit « Julien, confirmez-vous bien, vous êtes inscrit à cette newsletter pour valider dans un second temps ». Faut-il déclarer sa base de données à la CNIL? Alors, a priori, il n'y a plus besoin de déclarer automatiquement sa base de données à la CNIL. Ce qui peut être intéressant, par contre, c'est dans vos mentions légales, vous pouvez déclarer comme quoi vous avez bien un formulaire et que vous récupérez des données. Mais ce n'est plus a priori un élément obligatoire. Attention à ce que je vous dis ici, je ne suis pas juriste, je ne suis pas avocat, ce n'est pas mon métier. C'est ma veille qui me permet de vous proposer effectivement ces informations. Maintenant, si vous voulez être sûr de ne pas faire d'erreur, il vaut mieux être accompagné directement par un conseiller juridique ou un avocat. Comment récupérer les accords via un formulaire? Oui, par un formulaire, vous pouvez très bien récupérer des accords, c'est-à-dire qu'il y a un formulaire avec nom, prénom, email et potentiellement plusieurs cases à cocher en disant j'accepte de recevoir des offres de promotion sur les produits de telle société, par exemple. Il coche dessus. S'il coche dessus et qu'il s'inscrit, il reçoit un deuxième mail, un mail par la suite qui dit que vous confirmez bien, vous êtes inscrit pour recevoir des informations. Et là, vous êtes en conformité avec le RGPD. Alors là, c'est très vrai pour le B2C, d'accord? Parce que le B2C est beaucoup plus réglementé, on va le voir juste après. Tout ce qui va être opt-out ou opt-in passif, donc c'est-à-dire les cases précochées, sont évidemment interdits et c'est seules les listes qui sont 100% opt-in pour les personnes qui ont donné leur accord, qui sont utilisables. Vous devez aussi également être en mesure de démontrer que vous avez bien obtenu le consentement de vos contacts. D'accord ? La différence, effectivement, elle se fait par rapport au B2B et au B2C, c'est-à-dire que dans le B2B, vous pouvez envoyer des emails à des personnes pour qui vous n'avez pas leur accord, d'accord? Parce que vous allez envoyer des emails à des professionnels. À des professionnels, la seule condition, potentiellement, c'est que vos services ou vos produits peuvent potentiellement intéresser ces professionnels à qui vous envoyez un email, d'accord? Je m'explique. Si une société spécialisée dans le nucléaire envoie des emailing promotionnels à des professionnels dans la boulangerie, on voit très bien que ça ne peut pas fonctionner puisque une entreprise qui travaille dans le nucléaire n'a aucun intérêt à proposer ses services à des boulangers. D'accord ? Je prends un exemple évidemment grossier, mais en gros, la logique, c'est ça, c'est de se dire, à partir du moment où je sollicite des professionnels, je n'ai pas forcément besoin de leur accord, à condition que mes services ou mes produits, effectivement, peuvent avoir un lien avec leur activité. Petite nuance aussi pour le B2B, vous pouvez bien sûr contacter vos clients, d'accord, les solliciter. Alors, ça peut être aussi dans vos CGV, dans vos conditions générales d'utilisation aussi, mais potentiellement, vos clients, vous pouvez les solliciter par des emails. J'ai une question de Julie. Si on a fait un questionnaire en ligne et qu'on a demandé les adresses mail en fin de questionnaire, s'ils le souhaitent, cela fonctionne aussi. Alors, ça dépend ce que vous souhaitez faire, c'est-à-dire que vous avez fait un questionnaire en ligne, ils ont laissé leur adresse email, il faut qu'ils puissent cocher normalement, est-ce qu'ils souhaitent être informés par la suite de vos informations et informés par emailing ou par des newsletters. D'accord ? Il faut vraiment qu'ils puissent donner leur autorisation. Alors, bien sûr, ce que je vous dis aussi, il y a aussi une nuance. Par exemple, là, chez Monsieur Lucien, vous êtes inscrit au webinaire de Monsieur Lucien, vous avez reçu les mails tout simplement de confirmation qui sont aussi des emailing. Et je vais partir du principe, comme on va proposer de nouveaux webinaires sur le référencement et LinkedIn Ads avec notre partenaire, que vous allez recevoir aussi, parce que je vais partir du principe qu'effectivement, ça peut vous intéresser puisque vous êtes intéressé à des webinaires. D'accord ? Bref, là, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment d'être en veille sur le sujet parce que la législation bouge assez régulièrement et qu'il faut éviter, bien sûr, certaines erreurs qui pourraient avoir des conséquences compliquées pour votre activité. Le plan d'action. À partir du moment où effectivement vous décidez de mettre en place un emailing, une stratégie d'emailing, de newsletter, appelez-la comme vous voulez, il faut définir dans un premier temps votre objectif, qui peut être bien sûr de vendre, qui peut être de faire de la notoriété. Pour ceux qui ont déjà assisté au webinaire de Monsieur Lucien, vous commencez peut-être à en avoir marre parce que cette notion d'objectif, je la ressors à chaque fois, mais c'est très important. Pourquoi vous voulez faire de l'emailing? Est-ce que l'idée, c'est de générer du trafic sur votre site et vous souhaitez que l'emailing apporte quel pourcentage de trafic sur votre site et à combien de temps? C'est ça qu'il va falloir définir. Est-ce que c'est juste pour faire de la visibilité, pour avoir des prises de contact, pour avoir du téléchargement de plaquettes, des devis en ligne? C'est tout ça que vous allez devoir effectivement définir avant de lancer votre stratégie d'emailing. Ensuite, c'est bien sûr définir votre cible. À qui s'adressent vos mailings? À qui s'adressent vos mailings? Quelles sont vos cibles? Quelles sont leurs problématiques? Ça va permettre de nourrir votre réflexion sur le type de contenu que vous allez leur proposer. Typiquement,
Moi, je ne vous connais pas tous personnellement, mais je sais qu'il y a un sujet qui revient assez régulièrement. C'était notamment celui d'avoir de la formation, des webinars avec ou sans confinement. Donc, c'est pour ça qu'on l'a activé pendant le premier confinement et qu'on l'a remis en place pendant le deuxième confinement. Et je sais aussi, grâce aux enquêtes de satisfaction qu'on envoie et que vous allez recevoir après, qu'il y a aussi une volonté d'avoir des webinars sur le référencement. Typiquement, c'est pour ça qu'on l'a mis en place avec notre partenaire et qu'on va communiquer là-dessus. Donc ça, c'est des choses que vous pouvez avoir en questionnant votre cible, votre audience, en connaissant bien sûr votre cible et qui vous permet ensuite de proposer du contenu de meilleure qualité. Qui dit plusieurs cibles peut aussi dire parfois plusieurs listes de diffusion en fonction du contenu que vous souhaitez leur proposer. Troisième élément, c'est bien sûr créer votre base de données. Créer votre base de données, ça commence par quoi? Ça commence tout simplement par se poser les questions, quels critères je veux récupérer? Est-ce que c'est le sexe? Est-ce que c'est le poste, la zone géographique, l'entreprise, l'adresse, le téléphone, le nom, le prénom? Et potentiellement, est-ce qu'il y a un export aussi depuis une plateforme? Est-ce que vous avez un CRM et vous exportez ces données? Ou est-ce que votre CRM est synchronisé avec une plateforme? Ça peut aussi exister. Donc, l'important, ça va être de définir toutes ces sections pour savoir comment je vais structurer ma base de données. Une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir réfléchir au contenu que vous souhaitez mettre en place. Est-ce que ça va plutôt être du texte, des images, des visuels, des gifs? La vidéo, attention, on ne peut pas mettre de vidéo dans les newsletters, d'accord? On peut avoir un screenshot ou un imprimé écran pour dire il y a une vidéo à consulter, mais quand les gens vont cliquer dessus, ils vont sortir de la plateforme pour consulter cette vidéo. Et bien sûr, il faut définir votre ligne éditoriale, donc cette fameuse tonalité, ce positionnement, la façon dont vous allez rédiger, le type de contenu, la fréquence, etc., pour avoir une régularité et pour avoir une homogénéisation dans les newsletters ou les emailing que vous allez transmettre par la suite. D'accord ? Vous allez vous poser deux questions. Quel contenu vous avez à disposition ou contenu que vous pouvez créer? Et bien sûr, quel contenu peut intéresser votre cible? Et ensuite, on arrive donc sur la plateforme avec la prise en main de la plateforme. Donc, je vais vous parler de Sendinblue. Alors, je ne travaille pas pour Sendinblue, d'accord. C'est juste que nous, on travaille sur deux plateformes majoritairement, qui sont Mailchimp et Sendinblue. Il n'y a pas de différence entre ces deux plateformes, si ce n'est qu'il y en a un qui est français et l'autre qui est américain. Sendinblue est français. Il n'y a pas de différence. Si, en fait, il y en a, mais le fonctionnement est quasi identique, d'accord. La particularité, ça se fait au niveau du tarif, au niveau de l'interface. Nous, on trouve que Sendinblue est un peu plus regardant vis-à-vis du RGPD, donc ça nous intéressait entre guillemets un peu plus, et un peu moins cher aussi que Mailchimp. Maintenant, Mailchimp est une très bonne plateforme mondialement connue, comme Sarbacane est une bonne plateforme, comme Mailjet aussi est une bonne plateforme. L'idée, évidemment, ici, c'est que je puisse vous montrer comment on paramètre ces premières campagnes. Est-ce que vous pouvez me dire si vous voyez bien mon écran et l'interface Sendinblue que je vous présente juste ici? Oui, ok, super. Donc là, vous arrivez dans le dashboard, entre guillemets, de Monsieur Lucien. Donc, vous voyez les campagnes qui sont en cours, les fameuses campagnes de ce matin qui sont parties, donc les deux, une à 9h45 programmée initialement et puis celle de 9h57 parce qu'il y avait une erreur sur le lien, avec 103, 104 destinataires à chaque fois. D'accord ? Donc, pour créer une campagne, déjà, ça va être la première chose à faire, mais la première chose à faire, bien sûr, ça va être d'intégrer votre liste de diffusion, votre base de données. Pour ça, vous avez un onglet ici, Contact, qui va vous permettre tout simplement de créer des listes de diffusion et de les utiliser. D'accord ? Donc, nous, typiquement, on va avoir plusieurs listes de diffusion qui vont se retrouver ici. Je vous les présente succinctement. Je vais essayer, bien sûr, de ne pas afficher les contacts des personnes qui sont dedans. Donc, vous voyez, pardon, petit problème de connexion, a priori, c'est bon. Vous voyez, on a différentes listes de diffusion que vous allez retrouver ici. Je pense qu'on en a, elles sont assez nombreuses parce qu'on a différents ciblages en fonction du sujet. Alors, on me dit qu'il y a un problème de son. Est-ce que c'est réglé? Est-ce que le son est revenu ou est-ce que vous avez toujours un souci? C'est bon? Ok, super. Donc, on a différentes listes de diffusion en fonction des différentes actions qu'on va mettre en place. Pour créer une nouvelle liste, c'est assez simple. Je clique ici sur créer une nouvelle liste. Je l'appelle test webinar par exemple et je crée une liste vide, évidemment, dans un premier temps. Cette liste, je vais avoir différentes possibilités. Je vais avoir la possibilité d'ajouter un contact à la main en cliquant ici. Et dans ce cas-là, je vais rentrer email, civilité, nom, prénom, adresse, tout ce que je veux pour qualifier ce contact. Mais je peux aussi importer des contacts. Importer des contacts, ça veut dire tout simplement que je vais pouvoir soit télécharger un fichier .csv, qui est souvent un export
d'un Excel en CSV, ou alors je peux faire directement un copier-coller. D'accord, un copier-coller de mes différents éléments pour lesquels je vais renseigner à chaque fois nom, prénom, email, les différents attributs que je veux récupérer. Donc, par exemple, imaginons que je fasse un copier-coller. Donc, ça apparaîtrait comme ça, avec à chaque fois une virgule entre les différents éléments. Julien Tourme. D'accord, donc ça va être pour mon premier. Et puis, on va en prendre, par exemple, un autre. monsieur-lucien.fr. Et puis, on va l'appeler. Lui, va avoir comme prénom monsieur et comme nom Lucien. Et puis, on va aussi en donner un autre, par exemple Axel Lorieux, qui est une chef de projet chez nous. Hop. Tac. Je clique ensuite sur vérifier les données. Une fois que j'ai fait ça, automatiquement, Sendinblue me dit bah, voilà les champs que j'ai récupérés et je vais pouvoir confirmer mes données. Confirmer mes données, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour chacune des colonnes, je veux attribuer ce qu'on appelle un attribut. Donc là, c'est bien l'email, il l'a récupéré. Là, dans le champ 2, ça va être donc le prénom et dans le champ 3, ça va être le nom, tout simplement. Je confirme le mapping et automatiquement, je peux choisir auprès de quelle liste de diffusion, auprès de quelle base de données je souhaite intégrer ces nouveaux contacts. Donc là, il m'a déjà sélectionné une liste qui est test webinaire puisque je l'ai créée et donc je peux confirmer ma liste. Et là, vous voyez que j'ai différentes possibilités. Je peux mettre à jour les contacts existants. Donc là, il n'y en a pas, donc ça ne pose pas de souci. Je peux aussi potentiellement blacklister certains contacts email ou blacklister aussi parce que Sendinblue permet d'envoyer des SMS. Alors là, j'ai une question. Donc, il faut préparer un Excel dans les champs dans l'ordre. Oui, il faut préparer un Excel si vous avez beaucoup de contacts. Vous pouvez préparer un Excel, vous créez des noms de colonnes, email, nom, prénom, société. Vous rentrez toutes les coordonnées des personnes dedans et ensuite, vous pouvez faire un copier-coller ou uploader directement ce fichier Excel ou CSV dedans. D'accord? Et comme ça, il va pouvoir retrouver ces différents attributs. Ça ne fonctionne pas si ce n'est pas dans l'ordre. Alors, après, en fait, vous avez décidé pour dire pour telle colonne, c'est le nom, pour telle colonne, c'est le prénom, donc pas de souci. Maintenant, il faut bien sûr que dans votre fichier Excel, il n'y ait pas des noms à la place des prénoms ou des emails à la place des prénoms. Sinon, effectivement, ça va complètement mélanger votre base de données et ça va créer des erreurs. Ensuite, vous pouvez blacklister donc des emails et vous pouvez donc certifier que les nouveaux contacts importés remplissent bien ces conditions. C'est ce que je vous disais avec le RGPD. Mes contacts ont explicitement donné leur accord. Ces contacts n'ont pas récupéré d'un tiers. Ces contacts n'ont pas été achetés ou loués. D'accord ? Une fois que je confirme, tac, je l'envoie et automatiquement, ils vont venir s'intégrer dans ma liste. Alors attention, Sendinblue fait un peu de zèle par rapport à ça en fonction de la taille de votre structure, la taille de vos bases de données. Il peut vous dire à un moment, surtout quand vous créez votre compte sur Sendinblue, il peut vous dire on a vu que vous aviez chargé des contacts, on aimerait savoir d'où ils proviennent ces contacts. Donc, vous devez vous justifier en disant bah, je les ai récupérés via ce formulaire de contact, parce que je suis en train de changer par exemple de logiciel, ou je les ai récupérés parce que mon activité propose de faire ça et que j'ai 10 ans d'ancienneté et que j'ai récupéré mes cas contacts. Donc, tout ça, vous allez devoir peut-être le justifier. Vous voyez que l'import est fait, on se retrouve avec mes 3 contacts à chaque fois, nom, prénom. Là, il m'a retrouvé la civilité parce que dans d'autres bases de données, j'ai aussi ces contacts, donc il est capable de faire le lien. J'ai une question de Sophie. Contact pas acheté, cela veut dire qu'on ne peut pas faire une newsletter sur une base de données fichier acheté. D'un point de vue légal, normalement, vous ne pouvez pas. Alors, attention, il y a la légalité, il y a la tolérance, etc. Donc, ça va dépendre évidemment de ce que vous faites. Normalement, on n'est pas censé pouvoir revendre des données. Parce que effectivement, c'est la protection des données, c'est ce qu'on reproche typiquement à Facebook, pour ne pas le citer, qui récupère des adresses email et les revend à d'autres partenaires. Si vous achetez en fait des bases de données à d'autres partenaires, à d'autres sociétés, en fait, vous faites le jeu, et ce qui fait que ces bases de données vont être très poreuses. Alors, sur le Compass et autres, là-dessus, il faut se renseigner. Ça va dépendre en fait des conditions qui ont été signées par les personnes qui ont donné leur accord. Si elles ont donné leur accord pour que les informations soient communiquées à des tiers, dans ces cas-là, il n'y a pas de souci. Votre liste de contacts est créée et donc maintenant, je vais pouvoir aller créer une campagne. Donc, je retourne sur ma campagne ici, l'onglet campagne, et là, je vais pouvoir créer une campagne email. Cette campagne email que je vais pouvoir paramétrer. Première chose à faire, c'est bien sûr de donner un test à votre nom de campagne. D'accord ? Donc là, on va l'appeler test webinaire Monsieur Lucien Newsletter. Sur une version payante plus, nous on a une version payante. Alors,
là, je vois qu'on me dit que ma connexion internet est instable, donc je pense qu'on va avoir des petits problèmes de son pendant quelques secondes. Je pense que ça va revenir. Je vais patienter 2-3 secondes. Est-ce que le son est bien revenu de votre côté? Super. Typiquement sur des versions, parce que vous avez bien sûr des versions premium sur Sendinblue, sur un niveau de version premium, vous pouvez faire de l'A/B testing. Ça vous permet de tester différents objets et de voir ce qui fonctionne le mieux. Ensuite, je peux rédiger donc mon objet. Et là, je peux ajouter une personnalisation. Ça veut dire que je vais pouvoir proposer de choisir un attribut et d'avoir dans mon objet la personnalisation. Par exemple, le prénom. C'est ce que vous avez eu, d'accord, dans les mails que vous avez reçus ce matin et hier, où l'objet du mail commençait par votre prénom. Parce que je sais très bien qu'un mail personnalisé par votre prénom a beaucoup plus de chances de vous toucher. Et moi, ce qui m'intéresse, bien sûr, c'est que vous ouvriez mes mailings et que vous puissiez, bien sûr, cliquer à l'intérieur. Alors, Edwige me pose une question, peut-on faire tout ça avec la version gratuite? Oui, on peut faire tout ça avec la version gratuite. La version payante, en fait, va vous donner la possibilité d'envoyer plus de mails, mais dans la version gratuite, vous pouvez faire beaucoup de choses, pas l'A/B testing, mais vous pouvez faire d'autres choses, envoyer jusqu'à 300 emails par jour, par 300 personnes différentes. Donc, je personnalise par exemple par mon prénom. Par exemple, découvrez les offres de formation digitale proposées par Monsieur Lucien. On va mettre plutôt découvrir les formations digitales proposées par Monsieur Lucien. D'accord? Quelque chose de basique. Il faut bien que vous pensiez à chaque fois à faire synthétique dans vos objets, d'accord, mais à être accrocheur aussi. On sait très bien que les personnes ouvrent quand c'est personnalisé, quand il y a quelque chose d'accrocheur. Attention aux objets qui peuvent être ce qu'on appelle un peu putaclic et qui peuvent être complètement spammés parce que ça sent l'arnaque implanée. Il y a des verbes potentiellement qui peuvent faire penser à de l'arnaque ou des tournures de phrases. D'accord, dissolution pour perdre du ventre avant Noël, la 9e et marche à 100%. Typiquement, ça fait penser à de l'arnaque et les gens ne vont pas cliquer dessus. D'accord. Donc, faites synthétique dans vos objets, personnalisez-les et potentiellement faites de l'A/B testing ou testez différentes campagnes avec des objets différents pour voir si certains ouvrent mieux que d'autres. Ensuite, vous avez le texte d'aperçu. Le texte d'aperçu, c'est ce qui va apparaître. Je vais vous donner un exemple, mais c'est ce qui va apparaître dans le descriptif de votre email. D'accord. Donc, typiquement ici, je pourrais mettre Monsieur Lucien propose depuis 2014 de former ses clients aux enjeux du digital. Organisme de formation Datadocké. Vous pouvez vous faire financer vos formations par vos OPCO, par exemple. D'accord. La petite description, c'est ce que vous allez retrouver typiquement dans le début du texte. D'accord. Là, par exemple, si on prend le mail de Sendinblue que j'ai reçu là dans la boîte de réception, vos contacts ont été importés. La description, c'est ce qui arrive juste après. Vos contacts ont été importés, 3 contacts ont été importés. D'accord. Donc, c'est déjà un aperçu tout simplement du texte qui va apparaître. Ensuite, vous avez l'email de l'expéditeur. Vous pouvez choisir. Est-ce que typiquement, chez moi, il parle de contact@Monsieur Lucien avec le nom Monsieur Lucien, ou est-ce qu'il parle de mon adresse perso? Ça dépend en fait de la stratégie d'emailing que vous avez. Ça dépend à qui vous l'adressez. D'accord. Si je l'adresse à des personnes que je connais à titre perso ou des personnes vraiment à une base de données très réduite parce que c'est un contact très spécifique, je vais plutôt utiliser Julien Tourme. Par contre, quand on fait plus de la masse ou que c'est au nom de Monsieur Lucien, ça va être beaucoup plus au nom de Monsieur Lucien et de l'adresse contact. Je modifie bien sûr le nom de l'expéditeur si je le souhaite. Je peux mettre Julien Tourme, Monsieur Lucien ou ce que je veux. Je personnalise l'email de réponse aussi si je le souhaite. Par défaut, ça sera l'email avec lequel vous avez envoyé, mais ça peut être potentiellement un email que vous avez personnalisé. J'envoie depuis Contact, mais je veux que l'email de réponse, ça soit mon email pro parce que je n'ai pas envie que les autres membres de l'équipe soient pollués, par exemple, par les emails. Je peux aussi personnaliser le champ du destinataire. Le champ du destinataire, en fait, ça va tout simplement vous permettre d'afficher le nom et le prénom potentiellement du destinataire qui va apparaître. Et ensuite, point important, vous pouvez activer le suivi avec Google Analytics. Ça vous permet quoi? Ça vous permet tout simplement de tracer vos newsletters et ça va permettre à Google Analytics de mesurer d'où provient le trafic. D'accord. Donc, il va être capable ensuite de savoir est-ce que, par exemple, votre newsletter a généré du trafic sur votre site. Donc, vous voyez bien que là, ça va être très intéressant pour mesurer ou non de la pertinence de votre campagne d'emailing ou de newsletter. On peut utiliser une page de désinscription qui peut être par défaut si les personnes veulent se désinscrire, ou vous pouvez aussi créer vous-même
une page de désinscription à vos couleurs, avec votre design, etc. Et donc, vous allez pouvoir l'utiliser ici. Je passe parce que tous les champs ne sont pas forcément intéressants. On a la possibilité d'ajouter une pièce jointe et on peut aussi mettre les images dans le corps du mail. Alors, c'est ce qu'ils vous disent ici. Vous pouvez donc insérer vos images directement dans le corps de mail, mais parfois, ça va effectivement ralentir ou bloquer dans l'ouverture par certaines boîtes de réception qui ne vont pas afficher vos images. On n'a pas besoin de cocher ça pour ensuite l'afficher aussi dans votre newsletter. Et le dernier point qui me paraît intéressant ici, c'est l'IP dédié. L'IP dédié, c'est intéressant et je vous encourage à le prendre si vous avez un compte chez Sendinblue pour optimiser votre taux de délivrabilité. Je vous explique. Quand vous prenez un compte gratuit ou parfois même payant, que ce soit Sendinblue, Mailchimp, peu importe l'utilisateur, vous avez des IP qui sont mutualisés. L'IP, c'est l'adresse, en gros, à partir de laquelle est envoyé votre emailing ou votre newsletter. Cette IP étant mutualisée, ça veut dire qu'il y a plusieurs comptes, plusieurs entreprises comme vous qui utilisent des comptes et qui utilisent en fait cette même IP. Ce qui fait que si une autre entreprise qui utilise la même IP que vous, potentiellement, a une base de données qui n'est pas du tout qualifiée, qui envoie à des centaines de milliers de contacts et qui a des très mauvais retours, qui est signalé comme spam, bah, ça va venir pénaliser aussi l'adresse IP qui est commune à tout le monde. Et donc, potentiellement, ça va venir pénaliser votre taux de délivrabilité. Pardon. L'idée, c'est d'acheter donc une IP dédiée. Ça coûte à peu près 100 euros chez Sendinblue. Et cette IP dédiée fait que c'est vraiment votre IP dédiée, donc il n'y a que vraiment votre historique à vous et pas ceux potentiellement d'entreprises qui sont, entre guillemets, plugués à cette IP dédiée. D'accord. Donc ça, je vous invite effectivement à le faire, typiquement. Alors, si vous n'avez pas l'IP dédiée, c'est tout simplement parce que vous ne l'avez pas acheté, donc ça ne s'affiche pas ici. Comme nous, on l'a acheté, on peut chauffer, et donc ça veut dire que quand on a une grosse base de données d'envoi, on a une base de données avec 6000 contacts à peu près, je peux décider de faire par quota et de commencer peut-être avec 2000 contacts et puis augmenter quotidiennement de 20%, 30% pour avoir une liste de diffusion au fur et à mesure et pas tout en one shot, entre guillemets. Une fois que j'ai fait ça, je passe à l'étape suivante. Prochaine étape qui va être la conception. Là-dessus, j'ai différentes possibilités. Soit effectivement, je prends le drag and drop, ce qu'on va faire ici, qui permet facilement de créer un peu comme un PowerPoint sa newsletter. Le texte enrichi, c'est vraiment du texte brut, ou alors j'ai du code HTML que je peux renseigner si vous avez des notions dans le code. Vous pouvez aussi reprendre des messages récents, des templates existants que vous avez créés ou importer des templates, évidemment. Là, ce qui va nous intéresser, c'est de prendre peut-être une galerie de templates. Non, on va partir de quelque chose de vierge. Et donc, je vais partir ici de l'éditeur drag and drop. Une fois que j'ai fait ça, donc j'arrive dans mon éditeur drag and drop et là, je vais pouvoir tout simplement créer ma newsletter. On voit sur la gauche que j'ai différents blocs que je vais pouvoir intégrer dans ma newsletter et que je vais ensuite pouvoir personnaliser. D'accord. Donc, par exemple, dans le logo ici, que je peux garder ou que je peux décider de supprimer. Alors, on me dit que ma connexion est un peu instable, donc je pense que je vais avoir des petits soucis de son quelques secondes, donc je vais aussi patienter avant d'avancer. Hop, je pense que c'est bon. Est-ce que le son est revenu pour tout le monde? Super. Donc, ici, je vais pouvoir modifier potentiellement ça. Je vais pouvoir supprimer, par exemple, la partie logo, d'accord, et dire que je veux commencer par un titre, ou je peux aussi supprimer cette partie titre parce que je veux commencer par une photo. Imaginons donc, je veux commencer par une photo. On va prendre une petite photo d'équipe. Donc, c'était avant le confinement, évidemment, vous vous en doutez. Elle est intégrée directement ici. Ensuite, on voit que j'ai différents champs ici que je vais pouvoir décocher si je le souhaite. D'accord. Et je vais pouvoir rédiger du texte. Si ça ne me va pas, je peux aussi supprimer cette partie-là et vraiment personnaliser, tout supprimer pour vraiment faire la structure que je souhaite. D'accord. Donc, imaginons que je veux commencer par une image, pas de problème. Ensuite, je vais avoir une zone de texte et ensuite, je voudrais avoir un bloc avec 2 images. D'accord. Bien sûr, une fois que j'intègre ce contenu, je peux aussi le déplacer, tout simplement, comme vous le voyez, pour vraiment personnaliser ma structure. Donc, je recommence. On va prendre un visuel, par exemple. On fait la course au Vendée Globe avec Virtual Regatta. On a un petit bateau Monsieur Lucien, donc vous pouvez nous ajouter si vous le souhaitez. Ensuite, j'ai mon texte et ensuite, je vais mettre donc une photo, par exemple, de l'équipe ici. Et puis ensuite, je vais aller chercher un autre contenu, par exemple. Qu'est-ce qu'on va prendre comme autre contenu?
notre photo d'équipe aussi. Voilà. Tac. Donc là, j'ai pu insérer directement mes visuels. Mon visuel que j'ai mis ici, je vais pouvoir aussi directement le modifier. D'accord? Le modifier, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais pouvoir tout simplement l'éditer et je vais pouvoir le rogner, ajouter un filtre aussi si je le souhaite. Alors, je vois que j'ai quelques questions. La taille de l'image doit être exactement celle demandée dans l'encadré. Alors oui, il faut que ça soit pour que ça prenne vraiment toute cette place. Après, vous pouvez faire ce que vous voulez et ça va s'adapter au fur et à mesure en fonction de la taille de votre image. Alors, on peut avoir besoin de redimensionner les images, ça dépend. Soit vous pouvez le faire à l'extérieur, soit vous pouvez le faire directement dans votre outil. C'est ce que je vous montre directement ici. C'est que là, je vais pouvoir rogner, par exemple, mon image. Je vais la passer en format 16/9. Donc là, ça ne s'y prête pas trop parce que ça vient manger du texte, mais ça va être pour l'exemple. Il va me l'exporter, donc il va me créer une nouvelle image au bon format que je vais pouvoir ensuite charger. Je vais vous faire l'exemple s'il ne met pas trop de temps à charger. Et on va voir qu'automatiquement, ça va s'adapter. Je le mets du coup à la place et automatiquement, ça s'adapte. D'accord? Donc ça, je vais pouvoir modifier et jouer comme je souhaite sur les différents formats. Si je prends par exemple ces deux rubriques, on voit que les visuels ne sont pas de la même taille. Donc là, ça me pose entre guillemets un petit souci en termes d'harmonie. Donc là, je peux tout simplement regarder et me dire, OK, ce visuel, il fait, je le vois ici, 940 par 788. Donc il faudrait que ce visuel aussi, il fasse 940 par 788, de façon à garder la même structure et que ça soit plus harmonieux. Donc là, je vais pouvoir lui mettre 940 par 788. 940. Le problème, c'est que si je fais ça, il va peut-être entièrement me rogner et je vais me retrouver avec quelque chose de vraiment tout petit. Dans ces cas-là, je peux loquer la résolution, étirer pour garder les mêmes proportions, redimensionner, réajuster et automatiquement, je vais avoir un visuel qui va être dans le même ratio et que je vais pouvoir utiliser ici. Alors, bien sûr, vous pouvez sauvegarder des structures et ensuite, vous pouvez les reprendre. D'accord? Ça s'appelle des templates. Vous pouvez sauvegarder. Il y a différentes possibilités. Soit vous envoyez une campagne et à chaque fois, vous la dupliquez tout simplement pour garder la même structure. Soit vous gardez en fait un template que vous allez pouvoir réutiliser après. Je vois que j'ai d'autres questions qui arrivent. Alors, pas de souci, pas de perte de pixels là-dessus, effectivement, puisque cela ne va pas changer votre résolution, d'accord? On va garder le même ratio là-dessus. Combien de temps environ pour maîtriser l'outil? Ça va dépendre de votre niveau de connaissance par rapport au digital. Sendinblue est assez facile de prise en main, donc typiquement, en quelques heures, vous allez pouvoir lancer votre première newsletter sans trop de soucis. Donc, vous voyez que là, j'ai pu modifier directement ma newsletter. Je vais pouvoir modifier le texte que je souhaite directement ici. Donc, je ne vais pas vous embêter avec ça, mais retrouver nos formations digitales, patati patata. OK, donc je vais pouvoir modifier le texte que je souhaite. On va faire des copier-coller histoire de remplir un peu. Une fois que j'ai fait ça, je peux décider d'aligner, d'ajuster, de centrer à gauche, etc. Et bien sûr, je vais pouvoir ajouter des liens hypertextes si je le souhaite. Par exemple, pour mettre un lien vers le site de Monsieur Lucien directement dedans. Tac. Ce qui fait que cette partie-là va devenir cliquable. Et quand les personnes vont cliquer dessus, elles vont être rebasculées donc vers mon site web. Je peux aussi modifier, par exemple, la couleur d'arrière-plan. Là, on voit qu'on a, enfin, vous ne le voyez peut-être pas, mais j'ai un petit gris qui se retrouve derrière. Et donc, typiquement, cette couleur d'arrière-plan, je vais pouvoir aussi la modifier, si je veux bien. Ici, on voit que ce n'est pas du blanc. Hop. Donc là, par exemple, je peux avoir une couleur d'arrière-plan qui est vraiment uniformisée, qui me permet de garder en cohérence. Hop. Je vais avoir la possibilité d'ajouter des boutons. Donc là, ça a été fait par défaut ici, mais je peux les désactiver si je souhaite ou les réactiver. Mais je peux aussi en ajouter, par exemple, des boutons qui vont être complètement dissociés, d'accord, que je vais mettre à la suite, ici, avec la possibilité de mettre « Retrouver nos formations ». Et bien sûr, je vais pouvoir personnaliser la couleur de mon bouton, soit avec ma couleur exacte, soit je vais vouloir aller choisir la couleur que je souhaite, d'accord, pour la mettre évidemment. L'idée, évidemment, c'est de garder une cohérence graphique par rapport à votre charte graphique et à votre identité visuelle. On est bien d'accord. Donc, assez facilement, je peux paramétrer ma campagne, ajouter des photos, ajouter des images, du texte, ajouter des espaces, ajouter un titre, des blocs d'images,
ajouter aussi un lien vers des réseaux sociaux, d'accord, que je vais pouvoir ensuite rapidement personnaliser. Donc, vous voyez, c'est facile de prise en main. Je peux ensuite personnaliser ces différents éléments, jouer sur les différentes structures pour avoir quelque chose qui correspond le mieux à mon entreprise. Alors, on me pose la question, est-ce que parfois l'éditeur rame? Savez-vous pourquoi? Parfois, ça rame tout simplement parce que Sendinblue peut arriver que ça rame, parce que votre connexion Internet n'est pas bonne, parce que vos fichiers sont trop lourds, parce que leur hébergement, il y a trop de connexions et est saturé. Comme toutes les plateformes, ça peut arriver que ça rame. Comment associer un URL? En fait, il vous suffit de double-cliquer, par exemple, sur le texte, d'ajouter, cliquer sur le petit lien URL que vous retrouvez dans des documents Word, PowerPoint, et de renseigner ensuite votre URL rapidement. Vous pouvez aussi renseigner un lien vers un email directement si vous le souhaitez. Pareil, vous pouvez le faire pour un bouton. Évidemment, quand vous ajoutez un bouton, l'objectif est d'avoir un lien. Donc là, je peux mettre de la même façon un lien vers mon site internet si je le souhaite. Et quand les gens vont cliquer sur le bouton, ils vont être basculés du coup vers mon site web. Les blocs images ont des dimensions prédéfinies. Oui, c'est ce que je vous disais. Si vous redimensionnez les images, automatiquement, le bloc image va s'adapter. Donc, il y a des blocs qui sont prédéfinis. D'accord. Si je retourne ici sur image, on voit qu'on a un bloc 590 par 380, mais je peux très bien ajouter l'image qui va avoir un format différent sans problème. Et ça va s'adapter au fur et à mesure. L'idée, bien sûr, est de garder une cohérence, encore une fois, par rapport à tout ça. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, on ne peut pas ajouter de vidéos, vous pouvez uniquement ajouter des GIFs que vous allez pouvoir intégrer ici. Vous ne pouvez pas effectivement ajouter de vidéos. Hier, on nous a posé la question aussi par rapport à un formulaire où on donne la possibilité aux gens de voter, par exemple, un sondage directement dans la newsletter. On ne peut pas, ça sera uniquement de façon extérieure. Vous voyez aussi ici que sur Sendinblue, vous avez la possibilité d'avoir la version tablette de votre newsletter et vous allez avoir aussi la possibilité d'avoir la version mobile pour avoir un aperçu de l'affichage. D'accord ? Ça vous donne un aperçu au fur et à mesure comment va s'afficher votre newsletter sur les différents formats. Donc, si vous savez tout simplement que vous avez une audience qui va beaucoup consulter votre newsletter sur smartphone, il faut bien veiller à ce que cette version sur smartphone, par exemple, soit bien optimisée. Vous avez à chaque fois un enregistrement qui se fait de façon automatique, ce qui est assez rassurant. Et vous pouvez charger des versions antérieures, d'accord, depuis tout à l'heure. Donc, on voit que depuis 10h50, j'ai eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sauvegardes qui ont été faites en fonction de mes modifications. Donc, assez facilement, si j'ai fait une erreur, je peux revenir précédemment et je vais pouvoir justement retrouver la version que j'avais faite auparavant. Donc ça, c'est ça qui va être vraiment intéressant pour vous, pour pouvoir structurer votre newsletter. Une fois que vous avez déterminé, créé votre newsletter, vous allez pouvoir envoyer un email de test. Faites-le systématiquement. Vous voyez, ce matin, j'avais beau l'avoir fait, il y avait quand même une erreur dans le lien. Donc ça arrive même quand on a l'habitude, et les erreurs, vous en aurez. C'est entre guillemets obligatoire. Envoyer le test de mail, ça vous permet de dire auprès de quelle adresse email vous souhaitez envoyer cet email test. D'accord ? Donc ça peut être par exemple contact monsieur-lucien.fr. J'envoie sur envoyer et je vais avoir un aperçu de ma newsletter qui va arriver directement sur mon adresse mail. Donc ça, évidemment, c'est intéressant et c'est obligatoire, j'ai envie de dire, pour pouvoir tester tout simplement votre newsletter avant de l'envoyer. Une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir cliquer sur enregistrer et quitter et donc votre newsletter est prête à être envoyée. On va attendre qu'il charge un petit peu. Une fois que votre newsletter est prête, vous allez pouvoir décider de faire un dernier tour entre guillemets sur votre newsletter pour être sûr que tout fonctionne bien. Là aussi, vous pouvez potentiellement supprimer du coup ou modifier à nouveau le contenu ou envoyer un test si vous avez besoin. Et vous allez pouvoir passer à la prochaine étape qui vous permet tout simplement de sélectionner votre liste de diffusion. Donc, par exemple, là, c'était test webinar. Là, je peux décider de ne pas envoyer au contact inactif. Là, il n'y a pas d'intérêt, j'ai que 3 adresses. Mais parfois, quand vous avez beaucoup d'adresses email dans votre base de données, typiquement, c'est notre cas, on en a 6000. De temps en temps, on coche ne pas envoyer au contact inactif. Ça permet quoi? Ça permet d'appliquer un filtre automatique qui est tout simplement de dire on ne va pas envoyer aux personnes qui n'ont pas ouvert vos newsletters depuis 1 an. D'accord? Sous-entendu, ceux qui n'ont pas ouvert depuis 1 an, a priori, ils ne sont pas intéressés par notre contenu, donc ça ne sert à rien de leur renvoyer du contenu. OK?
Donc, potentiellement, vous pouvez cocher ici cette case-là et vous allez aussi pouvoir modifier ce filtre, ce segment, si vous le souhaitez. Et je vais pouvoir aussi actualiser le nombre de destinataires. Donc là, c'est intéressant de le faire si vous sélectionnez plusieurs listes de diffusion à qui vous envoyez une même newsletter. Une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir donc cliquer sur prochaine étape et vous allez pouvoir donc envoyer soit votre newsletter directement ou soit tout simplement programmer l'envoi de votre newsletter à la date ou à l'heure que vous souhaitez. D'accord? Là, il me propose donc de programmer et là, je peux envoyer maintenant ou programmer pour une heure spécifique l'heure et la date à laquelle je souhaite envoyer ma newsletter. Donc, vous voyez, l'outil est assez simple de prise en main et c'est pour ça qu'il est intéressant par rapport à ça. Alors, Massé, j'ai vu votre question, je vais y revenir juste après. Hop, je vais revenir donc sur mon petit déroulé. Tac, ici. On a vu donc les différentes fonctionnalités pour créer votre première newsletter, pour créer votre newsletter tout simplement et pour pouvoir l'envoyer ensuite. Bien sûr, ensuite, c'est la rédaction, c'est ce que je vous disais, définir un objet, tester différents objets, entre 6 et 10 mots maximum. Ce qui est important dans vos newsletters, c'est de parler d'une idée principale. D'accord? Ça ne sert à rien, selon moi, d'avoir des newsletters qui soient trop longues, sauf si effectivement vous êtes un média, ou sauf si effectivement vous avez un contenu qui s'étoffe au fur et à mesure du temps parce que vous avez des retours clients là-dessus. Dans un premier temps, faites plutôt synthétique, d'accord, j'ai envie de dire, 2-3 actus bien sentis, et puis ça va dépendre aussi de vos actus. S'il y a une actu très importante, un sujet vraiment majeur, vous allez typiquement dédier une newsletter à ce sujet. D'accord. Par contre, si effectivement vous avez plein de sujets à évoquer, je vous recommande de privilégier 2-3 sujets détaillés et après peut-être un listing des sujets qui renvoie vers d'autres liens, vers votre site web ou vers votre blog. Pensez évidemment à mettre l'idée importante dès le départ, ça paraît logique, mais c'est évidemment ce que vont voir vos utilisateurs en premier, donc pensez inévitablement à le mettre dès le début. Personnalisez vos mailings, évitez donc les mots-clés trop connectés newsletter. Vous pouvez utiliser les emojis en fonction du contexte de votre cible, ça va de soi. Utilisez bien sûr les call to action pour inciter les gens à cliquer. Mettez des boutons, alors ça ne sert à rien de mettre 20 boutons dans votre newsletter, mais mettez 2-3 liens bien placés au bon endroit, avec les bons boutons au bon endroit, tout simplement pour inciter les gens à cliquer dessus et à répondre à votre objectif. D'accord. Pensez aussi à soigner votre footer. Votre footer, c'est le pied de page. On l'a vu tout à l'heure, j'avais mes réseaux sociaux, mais pensez aussi à bien soigner cette partie en termes de design pour que ça incite les gens tout simplement à avoir un complément d'information. Et enfin, la dernière chose, mais c'est automatique sur Sendinblue, c'est ce bouton de désinscription. Il faut absolument qu'il soit présent. Alors potentiellement, vous pouvez le supprimer, mais je ne vous encourage pas du tout à le faire. C'est contre le RGPD. Il faut donner la possibilité à chaque personne de pouvoir se désinscrire rapidement de votre newsletter. Dernier point sur lequel on va parler sur notre webinaire, ça va être bien sûr d'analyser les retombées. Alors, je vois que j'ai quelques questions. Donc, avez-vous des conseils sur le nombre maximum de sujets d'articles dans la newsletter pour qu'elle ne soit pas trop longue? Évidemment, bon, c'est un peu les éléments de réponse que je vous donnais juste là. C'est en fonction, bien sûr, du contenu, de la taille, de la longueur de vos textes, de vos visuels. Là-dessus, ça va vraiment dépendre de votre secteur. Attention aux visuels. Bien sûr, c'est vendeur, mais on sait qu'on a certaines boîtes de réception qui n'affichent pas les visuels. Donc, potentiellement, ne misez pas tout là-dessus. Il faut aussi avoir du texte pour tout simplement qu'il soit bien indexé par la boîte de réception et que les utilisateurs aient envie d'ouvrir et de consulter votre newsletter. Donc, évitez les newsletters avec uniquement du visuel. Quel est le meilleur moment de la semaine, le jour, heure pour envoyer une newsletter? Là-dessus, alors, on a différentes statistiques. Il y a plein d'articles qui sortent par rapport à ça. Nous, ce qu'on a remarqué chez Monsieur Lucien, c'est que le mardi, le jeudi est plutôt un bon jour pour les newsletters. Le lundi, les personnes ont parfois trop la tête dans le guidon en retour de week-end, ont trop de choses à traiter pour consulter des newsletters. Le vendredi, les personnes ont souvent la tête déjà en week-end. Le mercredi, c'est aussi le jour des enfants, entre guillemets. Donc, après, ça va vraiment dépendre de votre secteur d'activité. Et puis, on n'est pas à l'abri de certaines bonnes surprises. Souvent, les newsletters, on dit qu'il faut les envoyer plutôt le matin, entre 8 et 10 heures à peu près. Mais encore une fois, ma recommandation, c'est plutôt de tester. Faites-vous, par exemple, 3 mois en envoyant tous les mardis à 9 heures et voyez ce que ça donne. Puis ensuite, changez en envoyant tous les jeudis à 10 heures et voyez ce que ça donne. Est-ce qu'il y a une différence? Et parfois, écoutez aussi vos clients qui sont les mieux à même de répondre pour vous. Je vous prends l'exemple d'un client pour qui on travaille, qui a une cible senior et on gère pour lui ses newsletters et qui voulait absolument qu'on envoie ses newsletters
typiquement le dimanche à 3 ou 4 heures du mat. On trouvait ça un peu aberrant, mais pourquoi pas. Et effectivement, il se trouve que les newsletters fonctionnent très bien parce que dans sa cible, il y a beaucoup d'insomniaques, que ce sont des personnes qui ne consultent pas non plus leur mail forcément tous les jours et que ce sont des personnes qui ont du temps et donc qui potentiellement vont consulter leur mail le dimanche matin très tôt. Et donc, on a des bons retours par rapport à ça. Donc vraiment, moi j'ai envie de dire, il n'y a pas de science exacte, c'est plutôt de tester différentes heures, différents jours, voir ce qui fonctionne le mieux en fonction du B2B, du B2C. Ceci dit, voilà, il y a quand même des grandes tendances qui sont que le mardi, le jeudi, le matin, ça fonctionne, ça fonctionne. On peut l'utiliser pour faire des envois d'invitation à des événements et programmer des relances. Oui, bien sûr. On peut programmer des relances. Typiquement, vous voyez qu'on pouvait programmer des mails. Donc, je peux envoyer une campagne aujourd'hui, puis ensuite programmer des relances ou des mails de rappel qui vont être définis dans le temps sans problème. Analyser les retombées, effectivement, c'est un point très important et je vais vous montrer sur Sendinblue où est-ce qu'on peut analyser donc, ces retombées. Je retourne du coup sur la plateforme, sur l'onglet campagne que vous avez ici. Et là, vous allez voir donc différentes statistiques. Typiquement, si je prends mon mail de tout à l'heure sur l'envoi du lien pour vous connecter au webinar, on voit qu'on a eu 104 personnes, enfin qu'il a été envoyé à 104 personnes, qu'il y en a 54 qui l'ont ouvert et 38 qui ont cliqué dessus. Mais on peut aller chercher, par exemple, je vais vous montrer des newsletters un peu plus importantes. Par exemple, la newsletter d'octobre qu'on a envoyée, qui a super bien fonctionné parce qu'on a 4500 personnes à qui on a envoyé cette newsletter. Il y en a 54 qui l'ont ouverte, 54%, pardon. Donc 2200 personnes qui l'ont ouverte et on a 3,53% de clics. Donc, c'est effectivement une très bonne newsletter pour nous. Donc, je peux regarder ici en cliquant sur rapport et Sendinblue va me donner des informations par rapport aux statistiques. Alors, nous, on a une petite version premium. On n'a pas la version premium plus, j'ai envie de dire. Donc, on n'a pas toutes les infos, mais on en a quelques-unes qui sont intéressantes. Typiquement, mon taux d'ouverture, donc 54, mon taux de clic, le nombre d'ouvreurs, le nombre de clics uniques. Donc ça, bien sûr, ça va être intéressant. Je vais avoir le nombre de destinataires et le nombre délivrés. D'accord. Donc, ça veut dire que j'ai eu 89% de délivrabilité. De softbound, ça veut dire que c'est potentiellement des adresses mail avec des pare-feux, des adresses mail qui ne répondent plus, etc. Et potentiellement aussi des personnes qui se sont désinscrites. Donc, j'en ai eu 52. D'accord. Moi, ça ne me dérange pas du tout qu'il y ait des personnes qui se désinscrivent. Je préfère effectivement que les personnes se désinscrivent plutôt qu'elles restent dans ma base de données si elles ne sont pas intéressées. D'accord. Je vois que je l'ai envoyé à 18 listes différentes. Effectivement, on l'envoie à pas mal de monde. Et ensuite, on voit que par liste, je vais avoir des taux d'ouverture et des taux de clics qui peuvent varier. Donc, potentiellement, je vais être plus à même de savoir, OK, cette liste par rapport à cette audience, a priori, clique plus sur mes newsletters que d'autres. Donc, ça veut dire que le contenu est peut-être plus pertinent. Ensuite, je vais avoir d'autres informations, notamment sur les liens cliqués, qui est un outil réservé à une offre supérieure, mais je vais quand même savoir quels sont les liens qui ont été les plus cliqués. Donc, je vois que le lien vers le site web de Monsieur Lucien a été le lien le plus cliqué avec 123 clics, un taux de clic de 7,76. Le lien vers l'association qu'on met en avant, Madame S, a aussi été bien cliqué. Un autre lien vers Monsieur Lucien a été bien cliqué. Un autre lien vers le profil LinkedIn, puisqu'on met en avant une colline qu'on avait embauchée, a été aussi bien cliqué. Donc, c'est ça que je vais regarder pour savoir quels sont les liens cliqués et qui va me permettre de savoir qu'est-ce qui intéresse tout simplement les personnes. D'accord. Donc, typiquement, ça, c'est des informations qui vont être intéressantes, mais que je vais pouvoir coupler à d'autres indicateurs, comme par exemple les statistiques de mon site web via un Google Analytics. Je peux vous montrer par exemple ici et je vais aller voir est-ce que j'ai des pics de fréquentation sur cette même période ou au moment où j'ai envoyé cette newsletter pour voir est-ce que typiquement les gens se sont connectés à mon site internet. D'accord. Et c'est vraiment ça qui va être intéressant. Donc, par exemple, si je vais sur le site de Monsieur Lucien, je vais attendre qu'il charge. Est-ce que j'ai des questions? Alors, ces infos ne sont pas présentes que pour la version payante. Vous allez avoir des versions qui vont être présentes dans la version gratuite. Plus vous passez en version payante, évidemment, plus vous avez des informations précises par rapport à ça. Alors, si on va sur le site, par exemple, de Monsieur Lucien, tac, ici, on a dit que j'avais envoyé ces informations. Qu'est-ce qu'il me fait, lui? La newsletter, on a dit que je l'avais envoyée donc en octobre. Donc, je vais aller regarder un peu mes statistiques.
la vue d'ensemble. Et là, si je regarde mes statistiques un peu plus en détail, désolé, ça met un peu de temps à charger. On va remonter, on va regarder par exemple depuis juillet jusqu'à aujourd'hui. J'applique. Là, j'ai la fréquentation de mon site qui apparaît. OK. On voit des pics, on voit notamment des pics en novembre. Ça, je sais très bien à quoi c'est lié au webinaire de Monsieur Lucien. On a fait une newsletter et je sais qu'elle a bien fonctionné et qu'elle génère du trafic puisque ça intéresse les gens. Là, en octobre, typiquement, je vois un petit pic le 30 septembre. Enfin, c'était la newsletter d'octobre. Donc, je peux les regarder, par exemple, dans mon acquisition. Je peux les regarder dans mes campagnes. Et là, toutes les campagnes, je vais potentiellement retrouver, s'il y en a, mes newsletters et voir si mes newsletters ont généré du trafic. D'accord. Donc, newsletter de novembre, on voit qu'elle a généré 159 connexions sur mon site. La newsletter d'octobre, on voit qu'elle a généré peu de connexions avec finalement uniquement 15 connexions sur mon site web. Donc après, ça va dépendre à chaque fois de l'objectif de votre newsletter. Est-ce que votre objectif, encore une fois, c'est de faire de la notoriété? L'idée, c'est que les gens l'ouvrent plutôt qu'ils ne cliquent dedans. Ou est-ce qu'au contraire, votre objectif, c'est de générer, par exemple, du trafic sur votre site web, etc., etc. Donc, en fonction, vous allez avoir des résultats qui sont différents. Et l'idée, bien sûr, c'est d'analyser votre Google Analytics si vous avez un objectif de trafic sur votre newsletter en particulier. On est bien d'accord. J'ai une question d'Edwige. Peut-on acheter une IP dédiée tout en étant sur une version gratuite? C'est une bonne question, Edwige. Je crois qu'il faut un minimum être sur la première version payante à 19 € par mois, je crois. À vérifier auprès de Sendinblue, mais il me semble qu'il faut quand même être sur la première version gratuite. Payante, pardon. Je reviens sur ma petite présentation pour clôturer ce webinaire. Si vous avez des questions, bien sûr, je suis à votre disposition pour y répondre, donc n'hésitez pas. Si vous avez besoin d'un accompagnement sur vos newsletters, n'hésitez pas aussi à nous solliciter. Nous, typiquement, un accompagnement sur une newsletter, ça va commencer à partir de 250 € par mois à peu près pour un envoi de newsletter par mois. Ça va dépendre ensuite de la complexité. Si vous souhaitez solliciter un autre prestataire, posez-vous bien des questions sur quel niveau vous avez besoin. Est-ce que c'est des newsletters basiques? Est-ce qu'il faut créer des visuels? Est-ce qu'il faut rédiger du contenu? Est-ce qu'il y a des reporting à faire? Est-ce que typiquement, il y a des scénarios d'automation à réaliser? Est-ce qu'il y a des formulaires de contact à créer? Est-ce qu'il y a des choses que vous pouvez faire ou est-ce que c'est au prestataire de tout faire? Et bien sûr, le tarif que vous allez lui demander, ça va de soi. Alors, je vois que j'ai différentes questions. Tac, tac, tac. Audrey me pose la question, le taux de clic fonctionne-t-il si le bouton envoie l'envoi d'un email type demander un avis et non vers un lien vers le site? Oui, ça compte aussi comme un clic, pas de souci là-dessus. Je vous en prie, Sophie, Christine pour les infos. La version gratuite de Sendinblue comprend combien d'emails ou d'envois possibles? La version gratuite, c'est 300 emails par jour qui sont envoyés. Ça veut dire que si vous avez donc typiquement 3000 emails, vous ne pouvez pas tous les envoyer en une journée, il va falloir le répartir sur 10 jours. Marion, le lien entre Sendinblue et Google Analytics se crée-t-il automatiquement? Oui, il va se créer automatiquement, c'est-à-dire qu'il va pouvoir mesurer directement sur votre site web s'il y a un lien. N'hésitez pas, donc, si vous avez d'autres questions pour que je puisse y répondre. Pour ceux qui ne sont pas abonnés à notre WhatsApp, vous pouvez vous inscrire sur notre WhatsApp, qui est un WhatsApp business qui vous permet de recevoir 3 actus digitales chaque semaine. Tous les mardis, on envoie ce WhatsApp à nos utilisateurs. On a à peu près 500 personnes dedans. Il vous suffit d'enregistrer le numéro 01 79 73 41 44 et vous pouvez envoyer donc le mot-clé pizza et vous allez recevoir nos 3 actus digitales. Typiquement, si vous souhaitez vous désinscrire, vous pouvez nous envoyer stop sans aucun souci et bien sûr vos adresses, vos numéros de téléphone ne sont pas utilisés pour quoi que ce soit d'autre.